La République des hypervoisins. Nos villes ne cessent de croître et accueillent chaque année de nouveaux habitants. Pourtant, qui connaît vraiment ses voisins ? On se croise tous les jours dans l'escalier, dans le hall de l'immeuble ou à la boulangerie. Mais combien de fois prenons-nous vraiment le temps de nous arrêter, de discuter, d'apprendre à nous connaître ? Nous menons des existences parallèles les uns à côté des autres. Alors comment recréer du lien social et du vivre ensemble ? Comment encourager nos voisins à sortir nous rencontrer ? C'est cette question qui a poussé Patrick Bernard à fonder l'association Les Hypervoisins en 2017 dans le 14e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, je rencontre Patrick, fondateur et président de l'association, pour qu'il nous raconte l'histoire de cette initiative originale, les leviers qu'il a mis en place pour rapprocher les habitants et les obstacles qu'il a rencontrés en chemin. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Patrick Bernard, bonjour. Bonjour. Alors Patrick, tu es président de l'association des Hypervoisins, qui se présente comme un laboratoire d'innovation sociale. Alors c'est pas n'importe où, c'est dans le 14e arrondissement de Paris, et je continue de citer, son objet est d'expérimenter, sur une période donnée, la stimulation de la convivialité entre voisins, d'évaluer la richesse produite et d'en mesurer les effets sur la vie quotidienne, l'économie locale, la participation citoyenne et la stratégie de résilience du territoire. Alors tout ça, ça prend la forme d'apéros, de repas dans la rue, de dîners entre inconnus, d'actions de compostage, de plein de trucs dont tu vas pouvoir nous parler. Mais je crois d'ailleurs que la dernière action prévue, c'est une grande tablée annuelle dans la rue qui a dû être annulée en septembre à cause de la pluie, il me semble. C'est quoi cette manifestation ? Alors, la table d'hôte, c'est la table la plus longue de Paris dans la rue. Voilà. C'est comme ça, en tous les cas, qu'on l'a conçue en 2017 pour sa première édition. Un peu notre tête de gondole. C'est un peu comme ça qu'on s'est fait connaître par les habitants. Et le résumé que tu as fait sur notre action, qui est un petit peu scolaire, voire universitaire, je veux dire, c'est évidemment pas celui qu'on a présenté aux voisins, parce que je pense qu'il serait parti en courant. Et cette idée de laboratoire, c'est pas celle qu'on met en avant en premier lieu. Évidemment, on travaille sur les vecteurs les plus intégrés, je veux dire, du lien social, je veux dire, que sont le fait de faire des choses ensemble, de manger ensemble, de boire des coups ensemble, de faire des manifestations ensemble, etc., etc. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et le premier événement, effectivement, je dirais, qui a été très fondateur, parce que je pense que si cette première très longue table qui réunit donc 1000 couverts, on était 1400 la dernière édition, je pense que si on n'avait pas réussi, si on n'avait pas eu de succès pour ce premier événement, je pense qu'on ne serait pas là en train de nous parler 7 ans après. Alors c'est quoi? C'est juste de promettre à des voisins qu'on connaît assez peu, puisque moi, la première réunion, on est 5 personnes dans un café. On est en avril 2017 et la table d'hôte, on l'a réalisée en septembre 2017. Donc, tu as vu, il s'est passé quand même très, très peu de temps. Et pendant ces premiers mois, en fait, j'ai des voisins que je découvre, mais qui me disent surtout
que ce projet est un petit peu fou et pas raisonnable, et que il faudrait se contenter de faire une table de 50 personnes dans une impasse, et que ça serait déjà magnifique pour le quartier dans lequel on était, qu'on appelle un peu qu'eux appelaient un peu la belle endormie du 14e. Donc il a fallu tenir bon, il a fallu effectivement motiver tout le monde pour réussir ce premier événement. Et comme on a eu de la chance, contrairement à cette année, on a eu la météo avec nous durant toutes ces différentes éditions, eh bien c'est devenu un rendez-vous très rituel, et c'est une porte d'entrée très naturelle, genre pour les voisins, pour découvrir ce que l'on fait par ailleurs. Voilà. Mais c'est ni plus ni moins genre qu'un immense pique-nique organisé dans la rue. Ce qui nous intéresse aussi, parce que c'est une forme d'appropriation de l'espace public, où on dresse une table qui fait 350 mètres de long, avec la nappe qui va avec, les couverts qui vont avec, les fanfares qui vont avec, et puis des impasses réservées aux enfants et tout. Donc voilà, c'est un moment qui est devenu très recherché, et qui rassemble le quartier, un petit peu au-delà du quartier aussi quand même, mais c'est un élément fondateur en tous les cas de notre histoire. Alors 2017, hein, on a le lieu, un bistrot évidemment, hein, 5 personnes, c'est ce qu'il faut pour faire une révolution, en tout cas pour commencer une révolution, et puis une table avec 1400 personnes même qui viennent manger là. On comprend bien, c'est pas juste un petit repas de voisins. Peut-être qu'on peut encore revenir en avant sur l'historique de cette initiative, d'où ça vient, d'où ça te vient finalement, cette idée. À un moment de faire une forme d'entrepreneuriat social dans ce quartier, le 14e arrondissement de Paris. D'où est-ce que c'est parti pour toi? Bon, ça part d'une intuition. Une intuition qui je peux résumer en une phrase en disant genre la capacité d'interaction qu'on a tous quand on vit ensemble dans un quartier représente quelque chose de beaucoup plus important qu'un bon sentiment, mais représente un actif immatériel. Voilà. Donc, en termes d'économie. Et c'est mon intuition. C'est-à-dire, quand on habite ensemble, quand on partage effectivement un même territoire de vie, en fait, on foule tous les jours un gisement de richesse qui est pas apparent, parce qu'il n'est pas dynamisé, mais il est là, il est latent. Il suffit effectivement de trouver les bonnes méthodes pour le mettre en dynamique. Donc ça, c'est l'intuition de départ. Encore une fois, cette intuition-là, elle avance un peu masquée, hein, puisque c'est pas du tout ce que je vais raconter à ces 5 premiers voisins. Je pense que ça les aurait pas passionnés plus que ça. Et d'où ça vient? Ça vient d'un itinéraire personnel où moi quand j'ai travaillé beaucoup dans le monde de la presse, où j'ai été journaliste, rédacteur en chef, et puis j'ai dirigé des entreprises d'un groupe de presse. Et j'ai été amené après à la direction générale du groupe, à travailler sur les modèles économiques, à réfléchir effectivement quel était le bon modèle économique pour. Et j'ai commencé à lire beaucoup, effectivement, sur ce qu'on appelle l'économie matérielle, sur la capacité de mettre en haut de bilan d'une entreprise, des richesses cachées, des choses, qu'on n'a pas l'habitude de voir effectivement dans les plans comptables. Donc c'est la translation de cette réflexion-là sur l'endroit où j'habite, en se disant mais il y a une autre richesse cachée, effectivement. C'est notre capacité d'interagir entre nous. On est des animaux sociaux, mais des animaux sociaux un peu contraints par l'espace urbain, où la promiscuité a un peu tué la proximité. Donc c'était tout le débat, tout le début effectivement de cette réflexion, en disant mais comment je vais faire moi pour placer 2 électrodes pour dynamiser cette capacité d'interaction. Avec l'idée d'expérimenter quelque chose en fait. C'est l'idée de prendre du temps. Enfin, je pense que ça a été déterminant sur la réussite aussi, à un moment de pouvoir s'investir, mais aussi pour toi d'évaluer, de créer les conditions d'un investissement réel. Tout à fait. Donc il n'y a pas 2 façons de tester, de vérifier effectivement cette intuition. Il fallait s'y engager pleinement. J'ai eu l'opportunité dans
dans ma vie professionnelle, effectivement, de créer une parenthèse un peu magique comme ça, que je souhaite à tout le monde, sur la possibilité de s'arrêter de travailler initialement et contractuellement avec ma femme, c'était 3 ans. Donc pour bâtir ce projet d'intérêt général. Donc j'avais cette capacité financière de m'arrêter de travailler, de me dédier complètement à cette expérimentation. Et il y a pas deux façons de le faire. Soit on est investi à 100% et on fabrique, effectivement, soit on fait ça le soir après le boulot et on végète, on fait rien et c'est extrêmement frustrant. Donc ça a été mon choix de m'investir pleinement et à plein temps, effectivement, pour ces 3 premières années qui sont devenues, grâce à un petit coup de canif dans le contrat, 4 ans, puis 5 ans, puis voilà, puis 7 ans. Et aujourd'hui, je suis à la retraite depuis 1 an et demi maintenant. Donc, le modèle économique personnel est résolu, en tous les cas, et on continue de travailler sur un système totalement bénévole et non lucratif, bien évidemment. Alors, c'est un cadre exceptionnel, avoir quelqu'un mobilisé, qui a aussi une culture d'entrepreneuriat. Ça fait aussi partie, sans doute aussi des éléments à mettre dans le potage là pour qu'il soit bon, en tout cas savoureux, etc. Et qui a du temps, un temps plein. Pendant un temps, on teste, on expérimente. Ça commence donc comme il se doit dans un bistrot. Rapidement, ça fait une grande table. Et qu'est-ce qui se passe après? On est donc en 2017. Voilà. Comment est-ce que ça amorce? Comment est-ce qu'on fait amorcer finalement des dynamiques locales dans un quartier, paraît-il, endormi? Il faut embarquer les gens, en fait. Il faut leur raconter des histoires. Je pense que ça, c'est la leçon que je retiens après 7 ans, mais je l'ai très vite, je m'en suis rendu compte. Il faut parier sur l'enthousiasme des gens pour ne pas être seul dans son initiative, parce que dans ces cas-là, évidemment, on est voué à l'échec. Et c'est effectivement cette histoire-là qu'il a fallu bien raconter. Donc au-delà, effectivement, du fait de manger ensemble dans la rue, on a enchaîné avec plein d'autres événements. Donc on a eu un fonctionnement, qui au quotidien ressemblait plus à celui d'une start-up, que que le fonctionnement d'une association. C'est à peu près le seul parallèle qu'on fera avec la start-up, hein. Mais c'est dans sa dynamique, c'était ça. On a été extrêmement prolixe en termes d'événements, avec une idée. Et là, le rapprochement que tu fais effectivement avec l'entreprise n'est pas anodin. Je pense qu'il était important pour camper cette histoire, il fallait créer un lieu de rassemblement, sur une sémantique commune. Donc ça a été de trouver ce nom de cette République des hyper voisins et de bâtir autour, en fait, de dire c'est une marque, en fait. C'est une marque, et comme dans l'entreprise, en fait, on va donner des valeurs à cette marque. On va communiquer sur ces valeurs et raconter des histoires qui vont donner envie aux gens de rejoindre, effectivement, tout ce que revêt toutes les activités qu'on va créer autour de cette marque-là. Donc ça a été vraiment notre première chose, ça a été de dire, on fait pas de politique, on est manipulé par personne. Et puis deuxièmement, on est animé par quelque chose d'un peu utopique. C'est que dans tout ce qu'on va faire, on se fait juste une promesse, en fait, c'est de jamais mettre en avant nos divergences et se contenter, effectivement, de mettre en commun ce qui nous rassemble. Et ça a été un peu la potion magique de notre histoire depuis 7 ans, et qui tient toujours. Donc c'est comme dans les westerns à l'époque, les armes restent à l'extérieur du saloon, et on s'interdit effectivement d'exposer nos divergences, on s'interdit de se plaindre, tout simplement. Donc on est un peu à l'inverse, effectivement, du trait commun du Parisien moyen, hein, priver un Parisien de la capacité de râler, je pense que c'est lui arracher un bras. On a réussi un petit peu ce miracle-là, et c'est devenu en fait une dynamique extrêmement motrice. Les gens, comme maintenant, tous les jours, il y a des gens qui rejoignent la République des hyper voisins, et ils le savent, ils le font en connaissance de cause. Ils le font précisément parce que cet axe-là, cette philosophie positive, cette capacité de donner envie de rejoindre et de raconter des histoires qui donnent envie, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement moteur. Donc voilà, ça c'est notre histoire pendant toutes ces premières années a été celle de la construction d'une entité, un peu comme on construit une nouvelle entreprise, avec une marque, ses valeurs, ses objectifs, et puis une transparence totale, évidemment. Alors, marque, valeur, histoire, récit,
culture, règles de vie commune, enfin tout ça, ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup dans un collectif qui est organisé comment en fait, hein, on est à Paris, on est en France. Alors première exception, on est à Paris, mais on n'est pas là pour se plaindre. Deuxième exception, on est en France, mais on passe pas non plus beaucoup de temps à structurer une organisation juridique, une gouvernance, à débattre des statuts, etc. On est plutôt là pour faire. Hein. Mais comment on fait, hein, c'est quoi le comment est-ce qu'on arrive à créer tous ces moments, ces événements, et puis raconte-nous un peu ce qui a été fait justement sur ces premières années. Oui, là, il faut se replonger effectivement dans cette année 2017 où je sais que j'ai 3 ans. J'ai un financement personnel de 3 ans pour cette activité, donc je sais qu'il faut faire vite. Et je connais un peu quand même, parce que j'ai eu une autre vie aussi dans les milieux associatifs. Je connais les petits travers, effectivement, qu'on peut connaître dans le monde associatif, surtout quand on a des projets qui grossissent, où on consacre beaucoup de temps en fait à l'outil et à son organisation plus qu'à l'objectif effectivement et au faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réglé très vite. En fait, moi j'ai proposé aux premières personnes à qui je discutais de ce projet, j'aurais dit écoutez, on va faire une association parce qu'on a besoin d'une personnalité morale. Donc c'est incontournable. Par contre, ce que je vous propose, c'est que on soit 3 dans l'association et qu'on mette dans les statuts que le 4e membre sera brûlé vif. Donc comme ça va calmer effectivement les envies de croissance de l'outil. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a ce fonctionnement, associatif qui est réduit à sa plus simple expression. Donc, on se concentre uniquement sur les objectifs, les objets, les projets, et on a vraiment cette culture de projet et pas tellement effectivement de la culture de l'organisation. Donc, ce qui est très intéressant parce que du coup, il y a pas d'ego en fait. Il n'y a pas en tous les cas d'exposition de l'ego. Donc ça, c'est aussi un autre travers qu'on connaît aussi dans le monde associatif. Donc le fait d'avoir dès le départ posé des conditions pour que ce petit travers ne prospère pas, ça a été une décision importante. On va mettre ça de côté hein, sur la somme des apprentissages parce qu'évidemment on est là pour voir en quoi est-ce que ce qui se passe dans le 14e peut servir dans le reste du monde parce que tu n'es pas sans le savoir, il n'y a pas que Paris en France et il n'y a pas que le 14e à Paris. Il y a tout le reste en quoi ça peut nous inspirer, mais donc être plus dans l'action finalement, mais créer aussi les conditions pour que la gouvernance, la structure organisationnelle, etc. ne deviennent pas en tout cas un enjeu. Hein, finalement en neutralisant complètement les enjeux institutionnels. Peut-être que tu nous racontes un peu en termes d'action, voilà, de ce qui a pu être fait. Et puis je voudrais tu nous racontes comment à un moment on a un coin quand même dans le système qui est pas complètement évident quand on parle de convivialité avec une pandémie et avec en 2020 un confinement qui a pas dû être complètement simple à vivre dans ce type de dynamique. Alors, juste pour prolonger effectivement ce qu'on disait après les tables d'hôtes, on a une culture d'événements. On a beaucoup misé sur la capacité mobilisatrice et médiatique hein, aussi, hein, bien sûr, puisqu'on a eu la chance de faire des événements qui ont attiré très vite les médias. Donc, ça a été aussi un outil pour nous de reconnaissance à l'intérieur du quartier. C'était ça qui nous intéressait. Donc on a additionné, on a vraiment été, on a fait des choses avec les écoles, d'abord on a ritualisé aussi. Ritualiser, ce qui est extrêmement important quand on veut embarquer les gens dans un narratif fort, comme ça il faut leur donner des rendez-vous. Donc voilà, c'est quand on crée une religion, il faut faire des églises avec des rendez-vous. Nous, nos rendez-vous, notre messe c'est le vendredi soir, c'est l'hyper apéro. Le samedi matin, c'est les cafés hyper voisins. Le dimanche, c'est la resto party, c'est-à-dire qu'on privatise des restaurants. Une fois par mois, on fait également des conférences qu'on appelle des fromages qui causent. C'est des conférences auxquelles on se rend avec un morceau de fromage qui devient le droit d'entrée à la conférence. Donc on identifie des hyper voisins qui savent des choses et qui vont les partager avec des hyper voisins qui ont envie de les apprendre. Voilà, des choses très classiques mais qui fonctionnent extrêmement bien. Donc voilà, ça rassemble à peu près 120 personnes tous les mois.
la capacité de la salle que l'on a. Donc, ritualiser, faire effectivement le pari qu'on a eu sur l'événement, mais il y a d'abord, effectivement, on aurait dû en parler dès le départ, d'ailleurs, une constante et un paramètre obligé, je veux dire, qui est le mot territoire. Donc, tout ce qu'on a fait n'est valable et n'a pu marcher que parce qu'on a eu cette démarche d'inscription de nos activités dans un territoire donné. Alors, ce qu'on appelle, nous, le territoire de vie, qu'on a fini par appeler village. Mais c'est quoi un territoire de vie? C'est la superposition des calques en fait individuels de chaque habitant. Genre là où je mets mes enfants à l'école, où est-ce que je les mets à la crèche, où est-ce que je vais faire mes courses, où est-ce que je vais boire ma bière, où est-ce que je vais au cinéma. Et quand on superpose effectivement l'ensemble de ces gestes quotidiens, eh bien on détermine ce que sont les polarités. Alors, c'est pas des frontières qu'on détermine, mais c'est des polarités d'activité. Donc le territoire de vie pour nous, toujours un peu dans cette acception un peu presque d'entrepreneuriat social dont tu parlais tout à l'heure, c'est une zone statistique dans laquelle la rencontre est la plus probable. Voilà. Donc on a déterminé effectivement nos activités en racontant des histoires, mais en les racontant dans des endroits précis. Raconter une histoire de l'autre côté de l'avenue Général Leclerc, ça peut effectivement ne pas prendre du tout parce que ça ne correspond pas effectivement au vécu quotidien des habitants. Donc il faut effectivement bien raconter les histoires au bon endroit. Oui, donc un récit qui se tisse sur un lieu et qui donc a un effet de densité, notamment par la régularité, par le rituel, par les rendez-vous. Ça donne lieu à une cartographie, ou en tout cas il y a une idée claire de où ça commence, où ça s'arrête. Vous êtes allé jusque-là? Alors ça, c'est la question rituelle. Aujourd'hui, quand les gens veulent rejoindre les hypervoisins, ils disent: est-ce que je fais partie du territoire? Il y a ce sentiment, effectivement, j'ai envie de venir, mais est-ce que je suis légitime est-ce que j'habite dans le bon territoire? Alors bien évidemment, il y a pas de poste frontière, il n'y a pas de palpation à l'entrée, donc il n'y a pas de passeport. Donc le territoire, c'est celui dans lequel on veut agir, c'est surtout ça. Mais il est vrai effectivement que la cohérence et la pertinence de tout ce que l'on fait est corroborée par le fait d'habiter un certain endroit. Donc on parle pas de frontières, mais on parle plus de polarité. Donc là où les gens ont la capacité effectivement de se retrouver, c'est là que l'ensemble de nos activités fonctionne bien. Donc c'est encore une fois, c'est pas des frontières, mais c'est surtout des territoires qu'il faut avoir, la présence d'esprit de ne pas, résister à la tentation de les agrandir. Oui, c'est le sens de ma question. C'est-à-dire que, en effet, du point de vue habitant, on peut se dire j'en suis ou j'en suis pas, je peux en bénéficier ou pas, mais du point de vue j'allais dire de l'organisation, mais je pense que c'est pas le terme, de la dynamique, de la démarche, de l'initiative. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque à un moment de dire ça marche, donc on va en faire plus, au sens où on va aller plus loin, etc., jusqu'à un risque de banalisation, dissolution, etc. Tout de suite, il y a eu cette volonté de se cantonner volontairement finalement sur un petit périmètre. Puis ça pose les questions quelque part aussi de masse critique, parce qu'on parle de Paris du 14e, des densités de population importantes, etc. Voilà, c'est des choses qui, toi, après 7 ans, tu dis qu'il y a une forme de bon équilibre à trouver dans un bassin de population suffisant, etc. Enfin, quelles leçons tu tires de ça? Puisque déjà, manifestement, vous en avez tiré on n'alla pas de l'autre côté du boulevard, je sais plus quoi. Maréchal Leclerc. Maréchal Leclerc, évidemment. Quelle idée, ça viendra l'idée de personne de traverser le boulevard. En fait, l'initiative, elle est déjà née de cette conscience. Mon premier de territoire, parce que mon premier rendez-vous, moi, c'était à l'atelier parisien d'urbanisme. Et c'est là que je me suis enquis de savoir y habitait mon quartier. Donc, grâce aux données, effectivement, qu'on m'a des données de l'INSEE, j'ai un peu mieux connu effectivement le profil des habitants qui vivaient avec moi dans le même territoire. Et ce territoire, effectivement, il a été constitué d'abord de façon très scolaire, par l'ajout d'un certain nombre d'iris, donc ces unités statistiques de l'INSEE, en disant voilà, je vais ajouter 5 iris, je vais regrouper 5 iris et ça va former effectivement cette République des hypervoisins. Donc j'avais compté, ça faisait 53 rues, 70 hectares et il y avait 15 000 habitants qui habitaient dans cette République. Donc ça, c'est le berceau de l'histoire. C'est là qu'on a commencé à raconter. C'est un berceau un peu grand, en fait, pour le bébé qu'on est. C'est 15 000 habitants, c'est plus un village, c'est une petite ville.
Donc ça reste effectivement sur le cadre narratif aujourd'hui parce que on a créé de l'attractivité et comme il n'y a pas d'autre attractivité un peu en compétition, est-ce qu'on fait donc on peut attirer au-delà de ce quotidien dont je te parlais tout à l'heure, mais aujourd'hui, le cœur d'un village hyper voisin tel qu'on l'imagine, c'est plutôt dans la densité parisienne, hein, j'entends, parce que là il faut ramener ça à chaque fois avec la ville avec laquelle on travaille. C'est plutôt une quinzaine de rues, donc c'est plutôt 5000 habitants que 15 000 habitants. Bon, même si on continue, nous, de travailler sur ce grand village, mais la vraie pertinence, et là où on arrive à faire des choses, c'est plutôt 5000 habitants. Et c'est précisément aussi la capacité d'action d'une personne qui donne son temps et qui a la possibilité, à terme, de connaître 5000 habitants. 15 000, c'est déjà beau, c'est beaucoup trop grand. Donc, la capacité, effectivement, de cette personne, alors cette personne, c'est le travail que je fais, moi, depuis 7 ans. On a appelé ça l'ami du quartier. Donc, c'est une forme d'ingénieur social qui boit 50 cafés par jour et qui écoute les gens et qui propose des choses et qui, surtout, maintenant, vient collecter les aspirations des uns et des autres et les rend possibles. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'aujourd'hui que je définis mon quotidien et mon travail. Donc, c'est un ami du quartier, peut s'installer maintenant dans un territoire de 5000 habitants sans souci. Ouais, merci. C'est important de le prendre aussi dans ce sens-là, enfin en termes de retour d'expérience et de se dire, bah oui, il faut, tu le disais, soit on y est vraiment, hein, donc à temps plein, soit on n'y est pas, on prend le risque finalement de faire la mauvaise expérimentation, c'est-à-dire de pas y mettre les moyens que ça réussisse. Mais une personne, c'est voilà, il y a un moment, c'est que 2 bras ou qu'un estomac et 50 cafés par jour, ça fait déjà beaucoup. Il y a du déca aussi ou la tisane, hein, si je peux me permettre. Je voudrais qu'on bascule en 2020 quand même, parce qu'on a parlé de moments sympathiques, de conférences avec du fromage, de grandes tablées, etc. On a parlé de convivialité, il y a un parti pris, ça fait partie du récit, mais le sous-jacent, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Comment ça s'est passé le confinement? Ça a été brutal. Ça a été brutal parce qu'effectivement, tout ce qui faisait le sel de notre terre, notre influx nerveux, c'était la rencontre. C'était ça. Rencontrer vraiment des gens avec des agents recruteurs, hein, qui étaient le primeur, le marchand légumes, le boucher, etc. Tout le monde mettait tout le monde en relation. Donc c'est cette dynamique-là qu'on avait réussi à instaurer. Avec le Covid, effectivement, tout tombe par terre. Et donc on a cette prise de conscience, mais alors que tout le monde a, effectivement, à ce moment-là, on commence à réaliser ce manque que constitue la relation avec l'autre. Donc, nous empêcher et contraindre la relation avec l'autre, c'est quelque chose, qui devient, comme une maladie. Donc, on se pose la question de savoir très vite quel est le médicament qu'on va mettre en place pour pouvoir pallier justement cette contrainte nouvelle. Et donc, on décide d'aller placarder sur toutes les portes de tous les immeubles, de toutes les maisons de notre quartier. On met un code barre et ça s'appelle Ma rue est solidaire. Et en fait, on explique en quelques lignes en disant que pendant cette période un peu critique, on a certainement des voisins qui ont plus besoin de nous qu'en temps ordinaire, et que ça serait une bonne chose effectivement de s'enquérir effectivement de leur état de santé, de comment ils vont, et voilà. Et ce code barre, en fait, il nous amène à ce qu'on ne voulait surtout pas mettre en place, c'est-à-dire un outil numérique, donc un groupe WhatsApp. Donc on était jusqu'alors, on a été beaucoup approché, dragué, on va dire ça comme ça, par plein de plateformes de voisinage, etc., qui nous proposaient leur service. Et on avait toujours cette appréhension vis-à-vis de l'outil numérique, parce qu'on voyait bien que souvent l'outil numérique inverse un peu les priorités. L'outil devient l'objet et la finalité, alors qu'il ne devrait rester qu'un outil. L'approche finalement qu'on a eue avec le groupe WhatsApp, grâce effectivement à ce groupe Ma rue est solidaire, elle a changé la donne.
parce qu'elle est devenue effectivement le seul lien, je veux dire, qu'on a eu pendant toute cette période un peu compliquée. Et on a eu tellement de succès, je veux dire, que ce groupe a donné naissance à des groupes thématiques, parce que on a eu, pour éviter effectivement que le groupe devienne trop gras et trop bavard, il a fallu effectivement, je veux dire, diviser les sujets de conversation. Et on est aujourd'hui maintenant avec une communauté WhatsApp où on va approcher les 2000 personnes sur la communauté. On est sur à peu près 50 groupes thématiques, avec une vie numérique, mais au vrai sens du terme, puisque chaque échange, chaque conversation, quelle que soit la thématique, débouche sur des vraies rencontres. Donc on a bien réussi, je pense, à maîtriser l'outil numérique pour ce qu'il nous apporte et ce qu'on serait incapable effectivement de faire. Donc c'est un outil extrêmement important. Mais on n'a pas eu ce mauvais réflexe effectivement de tout investir dedans. Donc le groupe WhatsApp, l'outil numérique reste un outil et ne doit jamais aller au-delà. Et ça, tout le monde le comprend bien. Donc et précisément, on a réussi à embarquer dans cet outil numérique les mêmes valeurs que l'on avait dans nos rencontres réelles, c'est-à-dire la bienveillance obligée, l'interdiction effectivement de marquer des différences, etc. Donc c'est dans le monde des réseaux sociaux, c'est extrêmement très atypique, de voir que dans l'ensemble de nos groupes, il y a jamais d'embrouille et que on est tous concentrés effectivement sur le fait de faire des choses les uns pour les autres. Donc je pense qu'il y a peut-être qu'on l'étudiera avec beaucoup d'intérêt dans les années à venir, mais en tous les cas, on a réussi une alchimie qui est assez rare, je pense, quand on regarde le monde des réseaux sociaux, de voir que cet outil a rempli pleinement son rôle et qu'il n'a jamais oublié la finalité de ça. Alors, spécificité du fonctionnement de l'outil, outil banal en soi, mais la façon dont il fonctionne, pour le coup, en effet, a l'air d'une belle anomalie. Mais aussi une forme de transformation des modes d'action et quelque part une capacité à mobiliser en période de crise. C'est quoi finalement la part de l'acquis des 3 ans en fait de pratique pour le coup conviviale en amont qui permettent de retourner et de donner de transformer finalement le lien social le jour où ça commence à sentir le roussi. Pour être plus clair, c'est on refait pas l'histoire, mais est-ce que tu penses qu'il aurait été possible, typiquement, de placarder ces QR codes ou de lancer ce type d'initiative ex nihilo ? Et en quoi est-ce que le précédent de la convivialité a permis ça ou pas, quelque part ? Oui, la réponse, elle est catégorique. Non, on n'a absolument pas pu. C'était impossible. Je crois que le groupe WhatsApp, c'est un peu l'équivalent de la petite graine qu'on vient planter. Ce qu'on a fait en amont, c'est la fertilisation du sol. Donc, on a réussi à fertiliser, à rendre cultivable en fait un espace relationnel entre des gens qui n'était pas, encore une fois, mis en action. Donc, le fait de le fertiliser a rendu possible la croissance effectivement de cette petite graine qu'on a mis avec les outils avec l'outil numérique. Donc ça c'est vraiment la première démarche importante. La première démarche c'est d'instaurer de la confiance parce qu'on parle de fertilisation, c'est le mot-clé. Le mot-clé c'est confiance. Et cette confiance-là, elle nous a été octroyée, conférée en tous les cas, événement après événement, dès lors qu'on est capable de prouver que tout ce qu'on a fait se faisait dans le cadre du bien commun et de l'intérêt général. Oui, donc le lien préexiste à la crise, et c'est la convivialité qui permet finalement de créer la confiance, et ça en amont de la crise. On est, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment clairement dans la définition que donne David Glinenberg des infrastructures sociales de résilience, c'est-à-dire quelque part ces liens qui préexistent à la crise et qui permettent de mieux l'encaisser. Lui, il analysait le choc de la canicule de 1995 à Chicago, pour montrer que 2 quartiers avec finalement des indicateurs sociaux, de sensibilité très très proches, notamment en termes de pauvreté, d'isolement, de vieillissement, etc., avaient eu
des vies très différentes pendant cette canicule de quelques jours qui a fait plusieurs centaines de morts à Chicago, parce que un des deux quartiers, pour le coup, avait conservé un réseau de solidarité, avait conservé une présence de commerce, etc., etc. Ça fait que le jour où la chaleur est venue cogner, il y a eu à la fois une capacité à sortir dans la rue parce qu'on était en sécurité, on y était bien, mais aussi des gens qui sont montés dans les étages pour prendre des nouvelles des voisins qu'ils connaissaient préalablement. Une infrastructure sociale de résilience, donc c'est un peu moins joyeux et sympathique, mais en même temps, ça se crée par des moments joyeux et sympathiques et qui donnent envie de se voir et de se connecter. Donc c'est bien. On a une qualité de vie au quotidien qui permet aussi de mieux passer les chocs. On retrouve les deux aspects intéressants. Alors, tu nous expliquais ce cadre un peu exceptionnel, c'est-à-dire à la fois, toi, tu arrives aussi avec des savoir-faire, non, des attentions, des envies, mais avec des savoir-faire à la fois issus de la connaissance du monde médiatique, une capacité aussi, sans doute, à créer de l'histoire, mais aussi des démarches entrepreneuriales avec cette attention que tu posais à la valeur. Aux valeurs immatérielles, celles qui sont pas sur le bilan comptable. Donc, tu arrives avec ce savoir-faire, la capacité d'y dédier du temps. Alors, pas 3 ans manifestement, mais c'est sans doute bon signe. Si ça dure, c'est qu'aussi tu y retrouves toi des choses importantes. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience très localisée, un bout du 14e parisien, qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui pour ailleurs, pour d'autres entrepreneurs sociaux qui auraient envie de se lancer, et finalement qu'est-ce que tu as fait, vous avez fait que tu referais plus à l'usage, et aussi tu nous en as donné quelques-unes, mais quelles sont les autres leçons à tirer pour que quelque part, cette République des hypervoisins fasse des petits? Alors, bon, ça fait beaucoup de questions. Je vais repartir peut-être effectivement sur tu disais l'apprentissage personnel. Effectivement, j'arrive pas tout neuf. J'arrive effectivement avec des bagages, comme chacun. J'essaie de les mettre à profit, mais je pense que en regardant un petit peu dans le rétro, je pense que ce que j'ai appris moi-même jour après jour, depuis le début de cette expérience, est largement supérieur finalement à ce que je savais avant et qui étaient les inputs que j'aurais pu apporter au projet. Donc en fait, et pourquoi ces 3 ans sont devenus 4, puis 5, puis 6, puis 7, etc. À titre personnel, il y a une forme d'addiction. Je veux dire qu'il faut pas que je mets tout le monde en garde. Effectivement, je vais dire bonjour à ses voisins et s'enquérir effectivement de comment ils vont au-delà effectivement des phrases un peu convenues. C'est une vraie addiction. Donc c'est quelque chose. Mais toi, tu faisais partie de ces gens qui passent leur temps à organiser des bouffes, des soirées, des machins. Enfin, non? Pas du tout. Moi, dans ma vie précédente, je voyais suffisamment de gens, effectivement, dans le cadre professionnel. Donc, j'étais plutôt, pas un ours, mais enfin, quand on sonnait pour demander du sel, j'étais plutôt du genre, effectivement, à dire, non, on n'en a pas, quoi. C'est un peu... D'accord, caricature un peu. Donc, c'est pas perdu, ok. Voilà, tout à fait. Et j'avais pas fortement, effectivement, j'avais pas coché toutes les bonnes cases, en fait, pour ça. Donc, il a fallu que j'apprenne. Je me suis aussi amusé, c'est des formes des exercices que je conseille un petit peu à tout le monde. Marcher dans la rue et dire systématiquement bonjour à tous les gens qu'on croise. C'est un exercice à la fois jubilatoire et très ludique, parce que on a autant de réactions que de profils qui existent dans la ville. Donc c'est très intéressant. Puis le fait de le faire comme ça, tout d'un coup, ça casse aussi des petites écorces ou des petits carapaces que l'on a, quand on vit en ville comme ça, etc. Bon, voilà, ça c'est un peu l'anecdote, mais c'est quelque chose qui a été très constitutif. Après, alors je vais être obligé de te relancer sur la question, là, Non, mais c'est sur la diffusion, en fait. Ouais, alors ça n'a pas vocation à faire modèle en soi, mais peut-être... Ça n'a pas vocation à faire modèle. C'est quelque chose qui est venu chemin faisant, parce qu'effectivement, au tout début, quand on raconte l'histoire,
L'idée d'être un village d'Astérix entouré de Romains et etc. Ça me va très bien aussi. C'est très sympathique. Je sais pourquoi je me lève le matin et je suis content le soir quand je me couche. Donc ça peut en rester là. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage puisqu'on s'aperçoit que ça produit des effets, que le fait effectivement de tisser des liens comme ça, ce qu'on appelle des liens faibles surtout. Il ne s'agit pas de procéder par injonction en disant aux gens vous allez tous devenir amis, certainement pas. Le fait de créer ça, ça crée une dynamique qui est réplicable. Il suffit simplement effectivement d'identifier les éléments de la réplication. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'il faut moduler, qu'est-ce qu'il faut adapter. Mais il y a des éléments qui sont vraiment tangibles. Le premier élément, c'est celui de la disponibilité pleine et entière d'une personne qui est là, pour pouvoir suppléer, pallier le temps justement qui manque à chacun. Donc c'est la ville aujourd'hui, c'est une addition d'absence de temps et d'indisponibilité des uns et des autres. Donc le fait de poser ce constat-là et de dire qu'il y a quelqu'un qui est là justement pour rendre possible les projets et qui va lui prendre ce temps nécessaire pour les conduire, c'est à mon avis le premier constat à faire, la première chose à faire. On a travaillé pendant 1 an d'ailleurs avec des élèves de Sciences Po. Comme tu as un public d'urbanistes, le sujet qu'on leur avait donné, c'était le village de 3 minutes est-il soluble dans la ville du quart d'heure? Voilà, c'était avec cette idée sous-jacente de ne pas opposer des concepts, mais plutôt de considérer qu'il y a des top-down qui sont facilitants. Je parle de la ville du quart d'heure et des bottom-up, le village de 3 minutes, qui peuvent être des terrains d'application pour des concepts qui sont positifs. Voilà. Donc c'était un petit peu dans cet esprit. Les étudiants de Sciences Po m'ont fait changer le titre du rapport final et ils ont appelé ça professionnaliser la convivialité. Et ils ont eu tout à fait raison parce que c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est de sortir effectivement de cette acception un peu de convivialité, bon sentiment, etc., et de la rendre professionnelle parce que on a décidé, on se rend compte effectivement, qu'investir dans le lien social produit de la richesse. Et au-delà effectivement de la résilience, parce qu'on parle toujours de résilience et on a évidemment pas tort, parce que ça a été aussi un détonateur de ce rapport à la résilience. Mais la résilience, elle se constitue par définition un peu par rapport à l'exceptionnel. La difficulté, tout d'un coup, qui fait que les gens peuvent se rassembler pour pouvoir affronter ensemble des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Mais au-delà de ça, moi, je pense que le concept le plus fort dans lequel il faut vraiment investir, c'est celui de santé sociale. C'est celui qui fait le lien et qui fait le corollaire entre la santé sociale et la santé physique. C'est celui qui détermine effectivement que si on est capable d'investir dans les relations entre les gens, on va s'y retrouver à la fin du tunnel, au bout du tuyau, on va s'y retrouver effectivement en dépenses évitées. Ça, c'est une démarche aujourd'hui, qui est universelle. Ceux qui sont le plus avancés aujourd'hui sur cette démarche, ce n'est pas le pays qui a inventé la sécurité sociale, donc c'est pas la France, c'est celui qui s'est forgé sur l'individu, sur l'individualisme, que sont les États-Unis. Et ils le font de façon extrêmement pragmatique en disant nous affrontons aujourd'hui des dépenses de santé qui sont exponentielles, face auxquelles on n'est plus capable effectivement de mettre en place des outils crédibles. Donc la seule solution, de façon extrêmement pragmatique et empirique, la seule chose effectivement qu'il nous faut faire, c'est faire en sorte effectivement que ces dépenses-là ne parviennent pas à ces niveaux-là. Et pour ça, il faut investir en amont. Donc là, il y a une démarche effectivement très entrepreneuriale et capitalistique au sens américain. On va investir à un certain moment, effectivement, pour éviter effectivement que ces dépenses. Et il y a un projet de loi aujourd'hui qui existe à la Chambre des représentants qui s'appelle The Social Connection Act, qui vise à faire de l'investissement dans le lien social une priorité nationale directement rattachée à la Maison-Blanche. Alors, ça va beaucoup dépendre effectivement des résultats des élections. On est en pleine actualité, mais ça prouve quand même que cette prise de conscience, même si ce projet ne va pas au bout, mais cette prise de conscience, elle est universelle, elle n'est pas simplement le lot de ceux qui réfléchissent à la solitude, etc., etc. C'est très, très universel et je pense que c'est une dynamique dans laquelle il faut vraiment tous aller de façon massive. Et puis c'est un bon boulot pour les urbanistes, travailler sur le soft aussi et pas que sur le hard. Parler santé physique, bien sûr,
bien sûr, déjà, il faudrait le faire en préventif, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et on le voit bien que là-dessus, l'espace public, mais la ville, dans son design aussi, est déterminante. Santé mentale, qui est une problématique qu'on aborde de plus en plus et sans doute pas assez au vu des urgences. Mais tu nous rajoutes la santé sociale. Je reprends ces infrastructures sociales de résilience et tout ça peut prendre la forme assez joyeuse d'une grande bouffe entre voisins avec une grande table, voire même d'une conférence avec du fromage auquel je serais très curieux d'aller écouter, pardon. Est-ce que pour alors conclure cet échange, mais sans doute pas la discussion et certainement pas l'initiative, tu aurais une proposition de bouquin en guise d'ouverture pour nos auditeurs? Alors je veux dire surtout pourquoi le titre d'un livre m'a amené à en commencer la lecture. Donc je vais pas en faire le résumé parce que je l'ai pas suffisamment lu encore. Mais pourquoi je suis arrivé à ce bouquin? C'est le dernier bouquin de Rosanvallon Pierre Rosanvallon sur les institutions invisibles. Et cette appellation en fait a fait résonner des choses parce que je me suis jamais posé la question effectivement de ce qu'on pouvait être socialement, genre dans la construction de la ville. On parle de façon un peu facile de laboratoire, etc., d'expérimentation et tout. Mais je pense qu'in fine, si on réplique et si demain, par exemple, on imagine une ville de Paris qui réplique effectivement des villages hyper voisins. Alors on a aujourd'hui sur la table un plan qu'on a chiffré, de créer 150 villages à Paris. Et l'ensemble de ce projet s'appelle Paris la Conviviale. Donc c'est un projet qui pourrait 150 villages fois 5000 habitants, c'est 750 000 habitants, donc c'est le tiers de la population parisienne. Ça prend énormément de temps, il faut au minimum 15 ans pour bâtir effectivement un projet comme ça. Mais si demain effectivement on arrivait à avoir cette ossature qui pilote un peu le tiers de la population parisienne, est-ce qu'on serait pas effectivement si éloigné que ça de ce qu'est une institution invisible? Est-ce que c'est pas une autre manière, de faire des choses ensemble, de décider ensemble? Donc on va utiliser le mot de démocratie, mais est-ce qu'il y a d'autres outils à inventer, d'autres façons de faire? Moi, je pense que aujourd'hui, comptabiliser simplement arithmétiquement certaines choses à l'échelle du quartier, en tous les cas, n'est pas quelque chose sur lequel on peut parier. C'est pas quelque chose qui fonctionne. Je pense qu'il y a un autre élément qui doit aujourd'hui rentrer en compte, c'est la dynamique et l'envie de faire. On doit trouver des outils comptables qui permettent de sortir de la comptabilité classique. Les gens qui ont envie de faire, les gens qui sont positifs, etc., doivent pouvoir compter plus que ceux qui n'ont pas envie et ceux qui, surtout ceux qui occupent l'espace médiatique aujourd'hui, qui sont systématiquement contre. Moi, ça, c'est un peu notre combat aujourd'hui, c'est de déplorer à chaque fois, effectivement, que 1% de personnes, qui polluent l'espace de la parole, de la discussion, de la conversation, à travers les outils qu'on connaît, ils polluent la capacité et l'envie de faire de gens qui sont pas nécessairement majoritaires, mais dont le nombre est suffisant pour pouvoir réaliser concrètement des choses. Et vous démontrez donc qu'on peut passer au-delà de ces 1% et que l'immatériel a donc de la valeur, beaucoup de valeur. Merci beaucoup Patrick Bernard pour ce début de récit. On ne manquera pas de suivre les prochains événements, même si on habite de l'autre côté du boulevard. On peut aussi continuer de s'intéresser à ça. Et puis aussi aux petits, j'espère, qui vont les petites républiques qui vont essaimer un petit peu partout. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Sylvain.